Alors, bonsoir à tous. Le Rotary Club Antananarivo cite souvent Nelson Mandela, car nous partageons certaines de ses idées. Alors, excusez-moi, il y a encore quelqu'un qui rentre. Excusez-moi. Car nous partageons certaines de ses idées. Il disait que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, et nous le rejoignons à 100%. En effet, l'éducation a le pouvoir de lutter contre la corruption, le laxisme, offrir une chance de s'épanouir, d'apprendre, de comprendre et de s'offrir une vie digne. L'objet de cette conférence est d'avoir un regard croisé de personnes impliquées dans le système éducatif afin de pouvoir aboutir à des réflexions sur plusieurs questions qui se posent. Quel est l'état des lieux de l'éducation en Afrique aujourd'hui? Quelles chances offrons-nous à nos enfants? Avenir de l'Afrique? Quelles leçons devons-nous tirer de la crise Covid-19 et ses impacts sur l'éducation? Qu'avons-nous besoin pour une réforme éducative adaptée à l'état où nous vivons? Quelles innovations pédagogiques devons-nous espérer? Quel rôle pouvons-nous, personnes physiques, jouer pour l'avenir de nos enfants? Quelles réussites et résultats devons-nous capitaliser? Et à côté de ça, quelles leçons devons-nous retenir pour améliorer notre système éducatif? Et enfin, pouvons-nous bénéficier des progrès des technologies modernes et en associer toutes les composantes d'un pays en un formidable projet de société pour affronter les dures réalités à venir? Autant de questions à laquelle l'avis d'experts, tels que ceux présents ce soir, sont nécessaires. C'est pourquoi le Rotary Club Antananarivo a l'honneur de recevoir ce soir Eddy Kapuku, directeur général d'Airtel Madagascar, Jan Vickers, CEO de Global Hope Partner, Jean-Paul Clément, proviseur de lycée, et le docteur Sabir Atouvnas, enseignant-chercheur et maître de conférences. La conférence se divisera en 3 parties. Dans un premier temps, nous exposerons l'état des lieux et la complexité de l'éducation en Afrique. Dans un deuxième temps, nous nous attacherons aux opportunités et perspectives et aux pistes de réflexion et d'amélioration. Et enfin, nous donnerons la parole aux participants pour la séance des questions-réponses. Alors, je vais donner la parole à Jean-Paul Clément. Je vais réactiver le micro. Où est Jean-Paul Clément? Il est là. Réactivé. Ah, tu l'as réactivé. C'est bon. Bonsoir Jean-Paul. Alors, Bonsoir, Alessa. Tu as dirigé l'Alliance française de Tananarive, capitale de Madagascar, et tu as occupé plusieurs fois le poste de proviseur d'école française à l'étranger, comme en France. Ceci constitue un atout et te permet donc d'apporter un regard croisé sur l'éducation en elle-même. Il y a une question de fond qui se pose sur l'éducation et l'école. La question est celle de savoir si l'école est un concept occidental, de sorte qu'elle demanderait à être africanisée tant dans sa langue d'instruction que dans sa pédagogie. Alors, tout d'abord, je voudrais te remercier et remercier tout le Rotary Club et le Club Vivant en particulier pour cette invitation. Je suis très heureux de cette question qui effectivement est extrêmement intéressante et qui nous amène à réfléchir en mettant en perspective le concept d'école qui effectivement a pris naissance, on va dire, en Europe occidentale et qui a pris un essor avec l'obligation scolaire au cours du 19e siècle. Et pour répondre à la question, est-ce un concept occidental? Je dirais oui et non. Oui, par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à cette prise de consistance en Europe, mais non, parce que dans les 50 dernières années, on a pu constater à quel point l'école prenait une dimension avec, on va dire, la globalisation, une dimension donc mondialisée, hein, puisqu'on parlait d'africaniser, d'approche d'un concept occidental. Je dirais qu'aujourd'hui, en 2020, on est plus dans une situation, je dirais, qui laisse apparaître certes des racines européennes, mais aussi une dimension tout à fait localisée. Ça a l'air contradictoire comme ça, mais par rapport à la dimension globale. Donc en tout cas, c'est pour moi la dimension école un élément essentiel qui permet
d'envisager d'un point de vue d'une société la construction, je dirais, d'un parcours qui permet à tout un chacun de développer la connaissance de soi. On ne le dit pas souvent, mais je pense que c'est essentiel. Mais la connaissance de soi qui est basée, bien évidemment, sur la transmission d'un certain nombre d'outils, dont la langue, bien entendu. Et c'est vrai que quand on pose la question de la scolarisation du point de vue de la langue support, c'est un élément essentiel. J'ai dirigé une école internationale avec 6 langues d'enseignement-apprentissage différentes. Et on a bien pris soin d'avoir, et je réponds un petit peu à la question justement par rapport à l'africanisation, de travailler certes avec des langues de référence, donc si on parle pour l'Afrique, héritées de l'époque coloniale, les langues dites internationales. Et dans l'école internationale que j'ai dirigée, on a bien pris soin de mettre en place à côté de ces langues entre guillemets internationales, un bilinguisme, y compris avec l'hindi, par exemple, parce qu'il y avait une section hindi, ce qui est tout à fait exceptionnel, de sorte que l'approche soit véritablement croisée et que la référence linguistique et culturelle soit en permanence présente, y compris lorsqu'on parlait, par exemple, le français. C'est-à-dire la reconstruction ou la vision à travers le prisme de la culture d'origine pour mieux appréhender les concepts, mieux appréhender aussi la manière de se projeter par rapport au sens qu'on veut donner quand on parle, par exemple, de l'approche par compétence, si je prends un exemple. Donc là, on est vraiment dans une situation où l'approche qui doit pouvoir dominer aujourd'hui, je parle de 2020, c'est rendre possible la cohabitation, ou en tout cas l'approche bilingue, par exemple. Je suis un adepte du bilinguisme qui permet justement des confrontations et de se sentir à la fois reconnu dans ce qu'on est par rapport à sa personnalité, à travers donc l'appartenance à une culture, mais aussi la capacité aussi de faire les pas de côté grâce à l'apprentissage et au développement de compétences dans une autre langue, qui permet aussi une espèce de dialogue et qui permet justement de mieux se connaître et de mieux appréhender, je dirais, les enjeux de l'éducation. Et ça amène justement, quand on s'intéresse à cette question linguistique, en prenant en compte ce que les élèves, les apprenants, sont à même de mieux appréhender parce qu'on passe par le truchement de leur langue maternelle à un certain moment en alternance avec une autre langue d'enseignement-apprentissage, ça permet aussi de développer, je dirais, une capacité d'acteur. Et je crois que c'est fondamental. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement des apprenants passifs, mais ils peuvent intervenir puisqu'ils sont à l'aise, ils savent qu'on reconnaît ce qu'ils sont, d'où ils viennent, avec leur culture, leur bagage culturel. Et je crois que ça libère justement la créativité, ça libère les échanges, les interactions productives. Ça c'est l'expérience que j'ai vécue notamment dans les écoles que j'ai dirigées, que ce soit l'école internationale en France, du côté de Manosque, ou que ce soit au lycée franco-australien de Canberra. Donc, vous voyez, mon propos, c'est de faire cohabiter en prenant en compte le contexte linguistique culturel et la reconnaissance de la diversité. C'est bien de ça dont il s'agit. Donc, il faudrait faire, pour revenir à l'Afrique, en sorte qu'on puisse non pas créer un dispositif tel qu'on le connaît aujourd'hui, où on amène plutôt, je dirais, les apprenants, leurs parents et les communautés à s'adapter à un concept venu d'extérieur, pensé par d'autres, je dirais, dans un autre lieu, mais leur donner la possibilité de se dire, on prend en compte qui nous sommes, où nous en sommes, nos coutumes, nos façons de vivre, notre rythme de travail, notre rythme de vie. Et donc, ça serait plutôt au modèle, je dirais, scolaire, de s'adapter au contexte et à ses spécificités pour pouvoir justement développer progressivement une appropriation de l'éducation, de l'école qui ait du sens localement. Mais grâce à l'intervention de ce bilinguisme et de ce regard sur le monde qui peut être porté, à l'autre langue, si je puis dire, de dimension plus communication internationale, qui permet aussi de prendre du recul et de peut-être aussi sortir de ce cadre qui est rassurant pour s'ouvrir justement à des possibilités de développement de l'éducation d'un point de vue à la fois qualitatif, je parle de l'enseignement, la valeur de l'enseignement, mais aussi la capacité, je dirais, pour un système éducatif d'offrir des parcours qui vont permettre aux apprenants de s'intégrer, de monter, je dirais dans l'échelle sociale,
donc ce qu'on appelle aussi l'ascenseur social, ça peut être des pistes très intéressantes. Et parfois, on observe dans certains pays à quel point cela a été mis en œuvre. Je pense par exemple à la Corée ou à d'autres pays en Afrique, où à partir du moment où on a pris en compte et qu'on s'est approprié et qu'on s'est légitimé, je dirais, par rapport à l'utilisation de la langue locale en confrontation avec une langue internationale de référence, on a vu que ça permettait justement d'asseoir davantage une dimension, je dirais, liée à la personnalité, je dirais, du pays, hein, l'identité du pays. Et je crois que c'est essentiel. Et il ne faut pas non plus, parce qu'il y aurait peut-être un écueil aussi à trop centrer sur le contexte ou les spécificités locales. Je crois que c'est important aussi qu'on fasse, comme tu l'as très bien dit, en sorte qu'il y ait des croisements possibles, mais qui permettent le respect et de faire valoriser, hein, de valoriser le patrimoine culturel local, les us et coutumes locales, tout en permettant aussi de s'approprier des codes internationaux. Je crois qu'au XXIe siècle, c'est d'autant plus important qu'on est dans cette dimension, qu'on le veuille ou non, de mondialisation. Et il faut pouvoir aussi permettre un développement individuel et collectif en Afrique grâce à cette faculté qu'on donne de s'insérer dans cet espace mondialisé. Je crois que c'est essentiel. Et bien entendu, si on parle de la pédagogie qui doit être, je dirais, retenue, elle doit faire preuve de grande imagination, de capacité de prise en compte de ce que les élèves, les apprenants, les parents ont à dire justement sur ce qu'ils entendent par cette école. Alors, on parlait de transmission, on parlait de la langue, on parle aussi des fondamentaux, lire, écrire, compter. Et je crois que c'est important aussi, et dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, que l'école soit, je dirais, repérée comme un lieu protégé, un lieu sanctuarisé où les valeurs humaines, les valeurs humanistes peuvent avoir tout à fait la possibilité de s'exprimer, je dirais même de se rendre plus consistante au niveau des apprenants et des familles. Et c'est important qu'on développe cette idée de respect des valeurs fondamentales qui fondent finalement, et comme l'a dit très bien Nelson Mandela, une arme pour lutter contre tous les extrémismes ou tous les aspects qu'on peut voir encore aujourd'hui qui sont liés souvent à un manque d'éducation, un manque de savoir, on parle d'obscurantisme, avec ce manque de retenue par rapport, je vais presque dire, à des instincts primaires. C'est-à-dire que l'éducation, ça aide aussi et ça je tiens beaucoup à le dire, à ancrer des valeurs, à les comprendre, à les travailler, à les voir s'incarner à travers le comportement des enseignants, des adultes de la communauté scolaire, des parents qui doivent participer. Donc, je crois que c'est très important de travailler à cette émergence, je dirais, d'une conscience citoyenne à la fois locale et internationale pour s'assurer un 21e siècle qui soit un peu plus, je dirais, compatible avec l'idée de paix dans le monde. Ça, je crois que c'est un élément essentiel. Donc, je ne veux pas être trop long non plus, mais j'essaie d'être le plus consistant possible par rapport à ce qui me paraît essentiel. Et puis, je vais quand même faire un petit point sur la pédagogie. Hein. Quand on parle de diversification et des approches pédagogiques, il faut donner des capacités, je dirais, aux enseignants, aux apprenants et au système éducatif dans tous les pays, de développer des capacités d'analyse, de diagnostic, d'évaluation, d'audit, qui permettent justement, tout en s'inspirant peut-être d'expériences à l'étranger, de construire un véritable projet pédagogique, un projet éducatif au niveau d'un pays qui prenne en compte justement l'analyse du contexte, hein, comme je le disais tout à l'heure, des spécificités, et de voir comment on peut faire entrer la culture et la reconnaissance, je dirais, de la valeur culturelle et des us et coutumes d'un pays à l'intérieur de son système éducatif, tout en ne négligeant pas, encore une fois, l'ouverture internationale à travers notamment ce que j'ai appelé le bilinguisme. Mais pluriculturel, c'est aussi célébrer en quelque sorte la diversité aussi au sein d'un pays. Donc quand on parle de, je dirais, spécificité locale, ça peut être, je dirais, très varié au sein même d'un même pays. On voit bien qu'il peut y avoir différentes ethnies, différentes langues locales, et je crois que c'est très important, mais j'en reparlerai tout à l'heure quand on va parler des alliances françaises, parce que c'est un élément qui m'est cher aussi. Comment faire passer des concepts, des idées,
si on ne prend pas en compte justement la manière de penser, la manière de concevoir, la manière peut-être d'entrer dans la réalité du monde complexe qui nous entoure. Je crois que c'est important qu'on prenne du temps, et c'est pour ça que je fais appel à cette capacité d'analyse, de conception, qui prennent en compte les réalités. C'est-à-dire non pas suivre un modèle qui a été pensé par d'autres ailleurs à un autre moment, mais essayer justement d'être le plus ancré localement, en revendiquant d'une certaine manière qui on est et comment on peut, tout en connaissant ce qui se passe ailleurs, promouvoir un modèle original, un modèle qui corresponde surtout à la situation et au contexte national ou local. Je crois que c'est des éléments essentiels. Tout à fait. En tout cas, c'est exactement ça. Tu as parlé de bilinguisme, de la prise en compte et l'analyse du contexte et de la diversité. Et justement, je m'adresse maintenant à Dr Sabir, car nous parlions de la langue d'instruction et nous souhaitions recueillir donc ta position, Dr Sabir, car la langue d'instruction n'est pas seulement une langue que les élèves doivent comprendre et assimiler, mais c'est tout ce qu'une langue véhicule, une histoire, comme disait Jean-Paul Clément, une littérature, une culture, un patrimoine. Donc, comment et que devons-nous faire pour que les écoles ressemblent ou soient à l'image des écoliers? Je te laisse la parole, docteur Sabir. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et je remercie également le Rotary Club Vivant de m'avoir donné cette opportunité d'intervenir pour cette conférence, dont le titre m'intéresse beaucoup, l'éducation en Afrique doit-elle être réinventée. Concernant donc vos questions, nos problématiques, moi je suis tout à fait d'accord. La langue est vraiment très importante en matière éducative. Et la question qui se pose donc, est-ce que la langue d'instruction doit-elle être la langue maternelle? Doit-elle être la langue vernaculaire? Voilà la question. Si nous parlons donc de l'Afrique, en Afrique, nous savons qu'il y a plusieurs langues. Il y a plusieurs langues officielles. La langue française, mais dans certains pays, dans plusieurs pays africains, il y a aussi des dialectes. La question qui se pose alors, comment allons-nous avoir donc une langue d'instruction dans des pays où la nation, la notion de nation elle-même est vraiment un enjeu dans le développement du pays. Par exemple, si on parle, je vais donc baser mes expériences, mon intervention suivant mes expériences dans plusieurs capitales africaines, par exemple Bamako, Tananarive ou mes expériences au Niger. Ce que je vois donc, quand on parle d'une langue, on sent vraiment que c'est une langue d'instruction. Et là, ça s'oppose dans certains pays scandinaves ou pays anglo-saxons, là où on parle, la langue est une langue d'éducation. Parce que si on connote une langue comme en tant qu'instruction, c'est tout simplement instruire. Mais quand on connote une langue en tant que langue d'éducation, on enseigne, il y a donc enseignement et culture. La langue doit refléter effectivement l'image ou la culture d'une société. Si moi qui suis malgache, par exemple, je vais acquérir, par exemple, les compétences fondamentales que ma nation doit transférer à ma personne, comment puis-je comprendre ces compétences-là, acquérir ces compétences-là par une autre langue qui n'est pas la mienne? Voilà la première question. Effectivement, ça devient une grande difficulté pour moi. Donc, en tant que la langue d'instruction, pour moi, doit être en premier lieu la langue maternelle ou la langue vernaculaire, c'est-à-dire la langue, par exemple, les dialectes. Mais l'enjeu, nous savons que en Afrique, nos élites, surtout nous qui étions dans les administrations, priorisent toujours les langues occidentales. Je n'ai rien contre la langue française, ni la langue anglaise ou la langue espagnole ou la langue portugaise. Ce que j'ai senti, la langue, l'éducation ou la langue d'instruction est devenue même une source d'inégalité entre les écoliers
ou entre les élèves ou entre les universitaires. Par exemple, si vous irez dans les universités au Sahel ou à Madagascar, ou si tu ne t'exprimes pas bien en français, tu auras des problèmes, que ce soit entre vos amis, dans le social ou aussi en matière administrative. Troisièmement, si nous parlons donc de la langue en tant que culture, la culture, ça c'est une autre question et c'est vraiment une question très importante. Parce que quand on parle d'une culture, ça ressemble à l'identité. Je suis d'accord avec Jean-Paul Clément. Une langue, ça reflète l'identité. Moi, par exemple, je suis partisan de l'approche par compétence. Moi, lorsque j'étais responsable de recrutement des enseignants au sein de l'université d'Oslo, c'était en 2013. Ce que j'ai appris, une chose, la langue, l'enseignement et la fierté des Norvégiens. Quand tu touches à leur éducation, franchement, tu touches à la nation. C'est pourquoi dans ces pays-là, ce sont presque les enseignants et les instituteurs, je dis bien entre guillemets, les institutions, la plupart des politiciens dans ces pays-là, ce sont presque les instituteurs. Moi, par exemple, j'étais étonné de voir les enseignants, et moi, je suis partisan de leur pédagogie. Les enseignants ne sont pas tout simplement les leaders dans l'école, mais ils sont les animateurs. Donc, l'élève, ce sont les élèves les primordiaux, comme on dit en norvégien, ce sont eux les chefs dans l'école. Qu'est-ce que veulent les enfants? Et l'enseignant est là pour aider, pour enlever qu'est-ce qui handicape les enfants à comprendre sa culture, son identité et sa nation. Et ce que j'ai appris lorsque j'étais responsable de la planification d'une école primaire en Norvège, une chose, j'étais vraiment étonné à partir de 6 ans, il y a une compétence nationale, par exemple, qu'ils imposent. Tout enfant à partir de 6 ans doit comprendre c'est quoi l'égalité pour tous. Ça, c'était vraiment. Même moi, même moi qui étais venu pour faire des recherches, j'étais étonné. C'est quoi ça? Pourquoi on doit prendre les hommes? Mais c'est leur culture. Et c'est pourquoi on ne s'étonne jamais si les enfants dans les pays scandinaves, ils n'ont pas de problème avec l'égalité pour tous. Et comment allons-nous donc réaliser tout cela en Afrique? Effectivement, c'est à partir de la langue. Mais est-ce que nos chercheurs, nous les chercheurs en Afrique, sommes-nous prêts à changer nos mentalités, à transmettre les connaissances, les compétences nécessaires, exigées en matière éducative à nos élèves, à nos chercheurs? C'est-à-dire, si vous regardez des conférences en Afrique, par exemple à Madagascar, les enseignants refusent de s'exprimer en langue malgache, hein, surtout dans les universités. Et comment pourrons-nous faire ça dans les écoles? Donc, la langue est très importante en matière éducative, mais pour y arriver, il faut avoir une bonne planification. Moi, je suis contre, non, ce sont les dirigeants qui changent tout ça. Non, c'est nous les responsables. Moi, j'étais directeur pendant 4 à 5 ans dans des institutions à Madagascar. Et j'ai vu, lorsque un nouveau directeur arrive, tout le monde dit non, on doit renverser ce que les anciens ont fait. Et j'ai dit non, on ne doit pas. Je ne suis pas venu pour révolutionner. Nous sommes venus pour évoluer. Donc, il faut évoluer. C'est l'évolution, tout simplement. Moi, par exemple, je ne sais pas la position des membres du Rotary Club Events, mais quand vous adressez, par exemple, à des élèves, le faites-vous en langue française ou en langue malgache? Ça, par exemple. Moi, j'ai vu de belles photos, par exemple, ça, j'adore. J'ai vu la photo de la présidente. Ça c'est ça, le pédagogue. Il s'agenouille, il se met en bas de l'enfant. Et pour comprendre le problème d'autrui, il faut d'abord être à la place de l'autrui. Et pour être à la place de l'autrui, il faut d'abord prendre recul. Il en est de même avec la langue. Si on veut comprendre la langue, la culture, l'identité,
Si on veut transmettre tout cela en matière éducative, il faut que nous changeons nos mentalités. C'est-à-dire, il faut d'abord que nous adorons nos dialectes, nos langues nationales. C'est nos seules richesses. Je n'ai jamais vu, par exemple, que la Chine va être développée par d'autres langues. Le développement de la Chine se fait par la langue chinoise parce que ce n'est pas la langue étrangère qui va bâtir les bâtiments. Si vous allez, par exemple, ce sont les ouvriers qui bâtissent tout cela. Ce sont les ouvriers qui bâtissent les ports. Ce sont les ouvriers qui font les technologies. Ce sont eux qui bâtissent comme on dit, les avions. Donc, il faut que la langue soit vraiment, il faut que la langue reflète le développement, reflète la culture, et je suis d'accord là-dessus. Mais comment y arriver? Donc, c'est tout simplement une question de mentalité. C'est ça qui empêche. Comme disait Kagame, si le Rwanda va se développer, il faut que les Rwandais s'unissent pour avoir une seule langue qui reflète l'identité. C'est ça ce qu'il a dit lorsqu'il a présidé l'Union africaine. Donc, voilà ma position là-dessus. Je suis tout d'accord, mais je reconnais les enjeux politique ou internationale concernant donc la priorisation des langues maternelles ou des langues vernaculaires par rapport à d'autres langues, par exemple la langue anglaise ou la langue espagnole ou la langue portugaise ou en matière éducative dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Sabir. Merci vraiment pour cette intervention. Dans cette même idée, Yann Vickers, ton expertise dans le domaine associatif peut-elle proposer des solutions à adopter dans des pays africains où il existe plusieurs dialectes, plusieurs histoires et patrimoines? Docteur Sabir parlait de planification, de langue maternelle, culture. Mais concrètement, comment pourrions-nous mettre cela en pratique? Je rassure Dr Sabir, lors de nos actions, le Rotary Club Antananarivo parle la langue culturelle et maternelle des enfants à qui nous nous adressons. Mais pour revenir, Yann Vickers, donc est-ce que cette prise de conscience, cette mentalité auquel le Dr Sabir parlait, est-ce que ces 2 points suffisent-elles? Docteur Yann, il faut remettre le micro. Est-ce que tu peux réenclencher le micro, s'il te plaît? Voilà, pardon. Merci. Donc, merci. Je m'excuse parce que quand on parle des langues, donc ça, le français, c'est la deuxième langue pour moi. L'anglais, c'est la langue maternelle. Donc, il y a déjà une petite pression pour moi. Voilà, on est en français. Voilà. Donc, ça tombe bien. Alors, pour nous, il y a toujours ce problème ou cette challenge. Hein? On travaille en Afrique depuis plusieurs années. On a travaillé beaucoup au Mali, où il y a plusieurs langues, ethnies. Il y a le Bambara, il y a les Pères, il y a plusieurs ethnies. Et puis, on travaille vraiment dans les endroits qui sont écartés de la grande ville. Et ça me fait penser un petit peu au Mali dans le sens qu'il y avait un moment où les Maliens voulaient vraiment garder la langue, je dirais, Bambara. Ils ont arrêté toute l'éducation en français. Et je pense qu'avec cette idée, c'est de garder la culture et de garder un petit peu l'histoire de Mali. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment, ils étaient un petit peu coupés du reste du monde. Et ça, c'était un petit peu difficile pour eux. Donc, ils sont revenus, le Mali a revenu à faire l'éducation en français. Donc, ça revient un petit peu au problème mondial. Il y a le problème de la globalisation. On vient de parler de ça. Et ça, c'est quelque chose de réel. On ne peut pas empêcher ça à arriver. Je pense souvent aux exemples de technologie. Que quand j'ai commencé à travailler en Afrique, on était loin de la communication. Et puis maintenant, j'arrive dans les endroits et il y a un gars qui est sur un chariot et qui parle sur un mobile dans les endroits comme ça. Donc, la technologie a beaucoup avancé dans les endroits où ils n'ont même pas de l'eau fraîche ou de l'eau pure. Et ça, c'est intéressant
comme exemple, je l'utilise souvent, l'avancement de la technologie souvent dépasse des discussions et des idées parce que c'est une question de pratique pour la communication. Et on voit ça partout maintenant dans le monde, l'avancement de la technologie, surtout sur la communication avec les mobiles. Ma femme, elle vient du Brésil. On a passé du temps en Amérique du Sud. Et on voit ça même dans les villages qui sont très écartés des grandes villes. Puis ça me fait penser aussi sur la question pour nous de trouver quelle est la solution pour la communication, parce qu'il y a des gens qui ont des positions de titre dans leur pays. Tu vois, ils ont une position qui est appropriée à eux à cause de leur position du travail ou de position dans le gouvernement. Mais il y a aussi des dirigeants qui n'ont pas vraiment un titre, mais qui sont plutôt une influence. Et nous cherchons toujours les personnes d'influence dans le pays. On travaille avec ces gens parce qu'il y a par exemple au Togo où on travaille, on a un projet maintenant qui se passe où on est en train de construire des centres de santé. On travaille avec 39 chefs de village parce qu'en fait, c'est eux qui ont vraiment l'influence de la population. Et c'est eux qui vont communiquer avec tous les autres. Et ce n'est pas simplement une communication avec la langue, c'est toute une influence sur les idées, sur la culture et tout. Donc, nous, on travaille comme on est partenariat avec les dirigeants, on travaille avec ceux qui ont l'influence. On a vu ça aussi au Mali, il y a des associations de femmes qui ont plus d'influence que le préfet de la région. Donc, on travaille avec ces personnes qui ont l'influence, qui ont la façon de communiquer, pas simplement avec la langue, mais qui ont une influence, une façon de communiquer. Donc, normalement, c'est ça qu'on cherche quand on va dans un pays. On cherche quelqu'un qui n'a pas simplement un titre, mais qui ont vraiment une position qui est d'influence plutôt. Et on voit ça, que ça avance, même s'il y a beaucoup de dialectes, même s'il y a beaucoup de, par exemple, même dans une région, il peut y avoir plusieurs ethnies qui habitent dans cette région. D'accord. Donc, je ne sais pas si ça répond aux questions. Non, mais ça y répond et puis ça enchaîne bien avec la prochaine question. Et nous sommes d'ailleurs, je vous remercie, et le Rotary Club Antananarivo est d'ailleurs très heureux aujourd'hui de compter Eddy parmi nous, le directeur général d'Airtel Madagascar, parce que Yann, vous avez parlé de la globalisation qui demande donc une adaptation. Tu disais que cette adaptation est dans la technologie, que la technologie a beaucoup avancé et que c'est une question de pratique dans la communication, tu disais. Et aujourd'hui, on l'a vu dans la crise de la Covid-19, cette crise a montré l'importance de l'accès à la technologie pour la continuité des activités. L'éducation est 100% concernée. Certaines écoles privées ont pu peu ou prou assurer la continuité des programmes scolaires par le biais de cours à distance. Ceci dit, force est de constater que ce privilège ne concerne hélas qu'une partie infime de la population. Donc aujourd'hui, on s'adresse à toi, Eddy. Quelle est la situation actuelle de la disponibilité d'Internet pour les foyers à Madagascar, tant au niveau de la téléphonie que de la box? Et quelles solutions peuvent être apportées, selon toi, pour permettre un accès à tous? Yann Vickers parlait d'influence. Est-ce que des influences de dirigeants, comme il l'a annoncé, peuvent faire partie également des moyens à utiliser pour ces solutions? Merci beaucoup, Larissa, déjà pour l'invitation qui me permet d'être panéliste aujourd'hui. Et surtout, je vous remercie pour l'initiative prise par les Rotary Club Antananarivo pour organiser cette conférence qui est rendue possible grâce à la technologie.
parce que, comme nous pouvons le remarquer, nous ne sommes pas physiquement au même endroit, mais nous pouvons communiquer et pouvoir partager nos expériences sur ce thème en particulier qui est très important. À ce qui concerne est-ce qu'on devrait réinventer l'éducation en Afrique? Déjà, j'apprécie beaucoup les interventions de mes prédécesseurs sur le fait que c'est vrai que l'éducation en Afrique devrait être réinventée d'une certaine manière, mais sans oublier que nous restons dans un contexte global. Ça veut dire que l'Afrique n'est pas à l'écart du reste du monde. Ça veut dire que quelles que soient les solutions proposées, on doit toujours considérer l'aspect intégré de l'Afrique dans ces contextes de mondialisation. Et c'est important de pouvoir faire participer tous les acteurs qui sont là, parce que bien qu'on ait une approche localisée, je parle là par exemple des langues que nous devons exploiter pour mieux déployer l'éducation et la développer, mais nous devons toujours penser au fait que la globalisation est déjà en marche et que cela ne doit pas créer davantage de clivage entre l'Afrique et le reste du monde. Alors, parlons déjà de la pénétration de l'Internet aujourd'hui. C'est important d'avoir des chiffres de référence pour savoir si nous sommes très en retard ou bien en avance par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde. Soulignons déjà en parlant de la télécommunication de manière générale, au niveau de l'Afrique, c'est à peu près 80% de la population qui est connectée à Internet, à la télécommunication de manière générale, et seulement environ 30% ont accès à l'Internet via le mobile ou bien n'importe quel autre type de connexion. Alors que quand on compare ces chiffres au reste du monde, au niveau du monde, on a des chiffres beaucoup plus élevés. 50% de la population mondiale est connectée à Internet. Et en venant au niveau africain, c'est vrai qu'on parle de 30% environ, mais les dangers avec les moyennes, c'est qu'on peut avoir dans la tête dans un four chauffé à blanc et les pieds dans un réfrigérateur. La moyenne nous donnera une température de 36 degrés à 37 degrés, donc on est encore en très bonne santé. C'est juste pour relever qu'il y a beaucoup de disparités en Afrique. Bien qu'on parle d'une moyenne de 30%, malheureusement, lorsqu'on arrive au niveau de Madagascar, on est à peine à 14% des populations connectées via les mobiles ou via les autres accès Internet, notamment les broadbands. Et en venant sur la connexion à haut débit, soit par câble, soit par box MiFi, c'est encore beaucoup plus faible parce qu'on a des chiffres qui sont de l'ordre de 2% des connexions haut débit via le câble ou bien via les broadbands. Et cela nous donne une indication sur le nombre de foyers qui ont accès à l'Internet. Parce que lorsqu'on parle de l'éducation, c'est important d'avoir non seulement de la connexion mobile sur téléphone, mais c'est important d'avoir une connexion fixe qui permet d'offrir une connectivité au plus grand nombre. Alors, parlons des influenceurs, parce que vu les figures qui ont été présentées jusque-là, vous pouvez remarquer que la pénétration est relativement faible et qu'il faut qu'il y ait un partenariat entre les publics et les privés, ainsi que les autres institutions, notamment au niveau des finances, qui sont des bailleurs de fonds, pour aider au développement ou bien à l'amélioration du nombre de populations couvertes, et non seulement couvertes, mais surtout connectées à Internet. L'avantage des télécommunications, c'est que grâce aux télécommunications, on peut éduquer un plus grand nombre. À Madagascar, par exemple, il y a 80% de la population qui est couverte par un réseau mobile. Donc, potentiellement, c'est une grande base qu'on met à la disposition des acteurs de l'éducation pour éduquer le plus grand nombre. Et les contraintes que nous pouvons rencontrer dans les télécommunications et sur lesquelles un partenariat avec l'État pourrait aider à améliorer le nombre de connexions dans les pays, c'est qu'il y a d'abord l'aspect des infrastructures. Parce que bien qu'on parle de 80% des populations couvertes par les réseaux mobiles, il y a encore une partie de la population qui n'est pas couverte par le fait que les infrastructures ne sont pas toujours au rendez-vous. En parlant d'infrastructures, c'est important de pouvoir faciliter les développements des énergies, notamment les énergies renouvelables, parce que la couverture dans les rurales reste relativement difficile. Nous avons l'aspect des infrastructures qui, d'autre part, s'accompagne de l'aspect d'accessibilité aux services, notamment en termes de prix. Et en partenariat avec l'État, il faudrait penser comment est-ce qu'on pourrait détaxer les outils connectés pour faciliter aux populations d'avoir accès à cet outil informatique. Parce que malheureusement, pour les télécommunications, la base pour avoir accès à l'Internet
il faut avoir un outil connecté, un outil informatique qui permet d'avoir accès à Internet. Et en plus de cela, en parlant d'éducation, après, les populations doivent être informées, ils doivent recevoir des formations et se familiariser avec cet outil. Parce que donner un smartphone, donner une tablette, ce n'est pas suffisant. Il faudrait familiariser les populations avec cet outil. Et c'est là qu'on a besoin d'autres types d'influenceurs, notamment quand je reviens par exemple aux aspects relevés par Jans, mon prédécesseur tout à l'heure, c'est que ces femmes influenceuses dans les différents villages peuvent aider, être formées et être utilisées comme des pères éducateurs pour davantage faciliter et permettre aux autres populations d'apprendre comment utiliser l'outil. Mais au-delà de tout ça, une fois qu'on a établi la connectivité avec les populations, c'est important d'avoir du contenu. Et en parlant des contenus, c'est bien d'avoir des contenus qui sont adaptés aux populations. C'est là que je reviens sur la langue, par exemple. D'avoir des contenus dans les langues qui sont comprises par les populations leur permettrait d'apprendre plus rapidement où qu'ils soient. Et pour faciliter l'accès, c'est important d'avoir du contenu localisé aussi parce que ça permettrait de ne pas avoir une sortie Internet parce que les sorties Internet, généralement, impliquent un certain prix, surtout dans un pays de type insulaire comme Madagascar, alors que lorsqu'on a des contenus localisés hébergés sur des serveurs locaux, on pourrait offrir ça à des prix beaucoup plus compétitifs et atteindre les plus grands nombres. Merci Larissa. Merci beaucoup Eddy, j'ai beaucoup appris en l'espace de 6 minutes. J'ai appris que quelque chose de positif, qui est que 80% de la population, déjà c'est positif, est apte de recevoir donc Internet. Quelque chose de point amélioré que je trouve assez regrettable, c'est qu'il y a seulement 14% de la population malgache qui ont un mobile et 2% le câble. Ça veut dire qu'il y a vraiment un gros effort à fournir. Parmi ces efforts, donc, tu as énoncé de détaxer les outils connectés, d'avoir beaucoup plus de collaboration avec les personnes publiques, de former aussi, après à l'éducation, on y revient, de former sur les nouvelles technologies, de revoir aussi le contenu beaucoup plus localisé et hébergé sur des serveurs locaux. C'est ainsi qu'on passe donc dans la deuxième partie sur les perspectives. Donc là, Eddy a déjà commencé à nous guider, nous donner des solutions. Jean-Paul, toi qui a dirigé les alliances françaises à Madagascar, est-ce que ces solutions ont été mises en place au sein des alliances françaises ou alors envisagées? Et le cas échéant, est-ce que la mise en pratique est en cours? Peux-tu rappeler le rôle des alliances françaises? Peuvent-elles permettre l'accès à l'éducation à tous? Et autrement, quelles solutions sont préconisées? Merci. Il faut remettre le micro, Jean-Paul, s'il te plaît. Pardon. Merci de me redonner la parole. Donc, je suis très intéressé aussi par cette question. Donc, par rapport à l'expérience que j'ai eue pendant plusieurs années à Madagascar au sein des alliances françaises et pour l'océan Indien, donc avec une ouverture régionale justement au-delà de Madagascar, c'était justement de développer une capacité à donner un accès à l'éducation en tenant compte des possibilités que nous offre aujourd'hui la technologie. Alors évidemment, il y a des dimensions sociales, il y a des dimensions accessibilité technique. En tous les cas, les lieux que sont les alliances françaises, c'était justement le lieu où on permettait cet accès. Donc c'est très intéressant de voir à quel point nous avons centré notre pédagogie aussi par rapport à la possibilité de s'auto-former, d'avoir accès à des ressources en ligne, de développer une véritable capacité à discerner sur l'offre qui est présente sur Internet, les possibilités de, je dirais, développer soi-même ces apprentissages. Donc, c'est à la fois de l'auto-apprentissage, de l'auto-formation et de l'ouverture sur le monde. Donc ça, c'est effectivement un axe fort qui a été développé notamment à travers les médiathèques des alliances françaises et à travers un programme qui s'appelle Alliance 3.0, qui permettait donc, tout en ayant un lien avec l'enseignement et l'éducation, c'est-à-dire les programmes nationaux y compris, en particulier sur les programmes scientifiques, d'accès à la culture scientifique, notamment
je le précise avec plusieurs partenariats avec des associations malgaches, c'est d'avoir cette capacité, je dirais, à rendre autonome, à développer ce que j'appelle moi le concept d'acteur, auteur de ses propres apprentissages chez les apprenants et chez les enseignants, à développer sous justement prétexte de s'adapter à ces possibilités que nous offrent aujourd'hui les technologies, de développer la possibilité chez les enseignants de devenir des véritables praticiens réflexifs. C'est-à-dire on apprend en marchant en quelque sorte et on développe forcément une capacité à inventer, à créer. Alors on parle souvent de support, on parle souvent de moyens, de méthodes, etc. Mais ce qui est important, c'est de développer des stratégies. Je reviens un peu sur le premier point que j'ai abordé tout à l'heure, c'est-à-dire cette souplesse que nous offre à la fois ces possibilités techniques, mais surtout ce rôle nouveau qu'on souhaite voir se développer chez les enseignants, d'être auteurs aussi, acteurs de leur propre pédagogie, un peu à l'image de ce que j'ai dit sur les élèves profs, qui peuvent être leurs propres formateurs en quelque sorte. C'est bien entendu d'être en phase avec les besoins et d'aller beaucoup plus loin finement, je dirais, dans l'analyse des besoins des élèves et à travers ces différentes possibilités de support, de développer une stratégie très diversifiée, justement. Donc là, on a vraiment une possibilité de diversification, de réponse à des besoins extrêmement parfois différents, mais qui ont toujours un axe fort, qui est celui de transmettre les éléments essentiels, ce qu'on appelle le socle de base pour l'éducation pour tous, et de développer, je dirais, une véritable nation apprenante en quelque sorte. Donc là, la période récente avec la survenue de la Covid-19 nous a amené à accélérer un petit peu le processus, à la fois pour l'utilisation et le recours aux technologies pour donner cette autonomie et cette capacité aussi à la continuité pédagogique dans une période de confinement, mais aussi ça a amené forcément, je reparle des enseignants, à développer une vraie capacité professionnelle à produire des documents, à produire des supports en phase, en lien étroit avec ce que les élèves sont à un moment donné en situation, je dirais, d'avoir accès. Donc la connaissance fine des profils des élèves, de là où ils en sont, de l'analyse de leurs besoins, ça a été l'élément de base pour construire cette nouvelle, je dirais, dimension dans la mission de l'enseignant. Donc là, les Alliances françaises, je dois dire, ont sans doute joué un rôle important, mais ne se sont pas contentés de le faire à leur niveau. On a beaucoup travaillé avec les autorités éducatives nationales et on a essayé de trouver les moyens d'une ligue, en quelque sorte, de liguer tous les acteurs dans le monde éducatif pour justement développer cette possibilité d'autonomie, cette possibilité d'être, encore une fois, en situation de faire des propositions, de créer, et qui répondent surtout beaucoup mieux aux besoins. Mais évidemment, l'écueil auquel on a parfois été confronté, c'est l'accès à la technologie. Donc, en dehors des alliances françaises, c'est plus difficile. Dans les alliances, ça a été possible. Et puis, la question aussi, je dirais, sociale, avec le coût que ça peut représenter. Et on s'est mis en relation avec un grand opérateur national, dont je ne citerai pas le nom, pour développer justement des actions en commun. Et encore une fois, pour acter que la question de l'éducation est une question, comme l'a dit un des intervenants tout à l'heure, qui relève de la responsabilité de chacun. Et qu'on a tous un rôle qu'on peut jouer pour faire en sorte de développer un pays à travers le développement humain. Et donc, grâce à cette mobilisation générale autour de l'éducation. Je ne sais pas si vous me voyez encore. Oui, oui, non, je te vois très bien. Moi, je ne vous vois plus. Voilà, donc, et je pense que les alliances, de ce point de vue, peuvent jouer un rôle, non pas, je dirais, d'imposer un modèle ou de développer une stratégie qui leur est propre, mais au contraire, là encore, elles jouent le rôle, je dirais, de contributeurs qui tiennent compte de la réalité culturelle, de la réalité sociale, économique, linguistique du pays. Donc à Madagascar en particulier, et c'est pour donner un exemple qui peut illustrer ce que je viens de dire, l'enseignement du français, puisque parmi les missions des Alliances françaises, évidemment, c'est l'enseignement du français
et développement de l'usage du français, hein. Mais on l'a toujours conçu comme étant en lien avec la langue maternelle. Et donc, c'est très important qu'on ait pu dire à un moment donné, n'hésitons pas, lorsqu'on fait un travail d'appropriation en langue française, à avoir recours à un moment donné à faire des allers-retours avec la langue maternelle pour rendre les choses plus accessibles. Donc, il y a plus ce tabou de dire on ne va pas faire référence ou on ne va pas recourir à un mot malgache pour expliquer un concept qu'on voulait expliquer en français, par exemple. Donc ça, c'est très important, hein, cette cohabitation, ce que j'appelle moi la contiguïté linguistique dans l'enseignement. Et ça, je crois qu'il faut s'autoriser à le faire, il faut avoir cette capacité d'autorisation. Comme l'a dit un des intervenants tout à l'heure, ce n'est pas forcément gagné au niveau des enseignants, il y a une espèce de retenue, hein, de réticence. Et moi, j'ai toujours encouragé à ce que justement on l'assume et qu'on voit justement les effets bénéfiques que ça peut produire sur la confiance en soi et les progrès qui peuvent être réalisés, tant dans la langue d'apprentissage qu'on est en train d'apprendre en réalité, que dans la langue maternelle. Ça, je crois que c'est très important qu'il n'y ait pas de hiérarchie non plus entre les langues, mais qu'elles puissent véritablement coexister dans le seul but justement de développer l'éducation, la capacité de développer des compétences et surtout d'être utile pour l'insertion future, que ce soit pour les études, ensuite la vie professionnelle et la capacité à être citoyen. Très important aussi de dire qu'à travers tout ce travail, ce sont des valeurs hein, qui sont transmises, la responsabilité individuelle, et je crois que c'est très important pour Rotary par rapport à une action collective ou le bien commun, comme on dit, ou l'intérêt général. Donc ça aussi été démontré par ce que j'ai appelé tout à l'heure la mobilisation de plusieurs acteurs institutionnels et du monde économique pour travailler à l'accessibilité de l'éducation à travers les nouvelles technologies, hein, pour parler simplement. Donc, je crois que c'est important qu'on se dise qu'on a les moyens, que des acteurs peuvent se mettre ensemble pour travailler sans attendre que ça vienne de l'extérieur, encore une fois, ça je tiens beaucoup, et montrer qu'il y a une émergence possible, une capacité à se prendre en main, en assumant qui on est et en faisant ses propres choix, en se laissant pas imposer les choix d'autrui. Et les Alliances françaises sont vraiment dans cet esprit d'ouverture, d'échange, de partage, et se sont toujours positionnés par rapport à la centralité qui était donnée à la langue du pays, donc le malgache pour Madagascar, et dans la diversité linguistique aussi de Madagascar. Hein. On n'apprenait pas forcément de la même façon la langue française par rapport à cet échange linguistique à, par exemple, Diego qu'à Tana. On tenait compte aussi des spécificités locales. Ça, c'est d'où l'idée que j'ai développée tout à l'heure de donner les moyens aux enseignants d'être des praticiens réflexifs, des auteurs, concepteurs hein, de support pédagogique et surtout de connaissance des besoins des élèves à travers l'analyse qu'ils peuvent faire de ce qu'ils connaissent des élèves. Et donc, il y a un grand défi qu'il fallait relever, c'est la capacité de libérer la parole, de rendre possible justement la communication, les interactions dont je parlais tout à l'heure. Et on a bien vu que lorsqu'on n'hésitait pas, y compris quand on enseignait le français, à avoir recours au malgache, ça pouvait donner l'occasion d'une prise de parole beaucoup plus facile, beaucoup plus en confiance de la part des apprenants. Et je pense que c'est ce qu'il faut encourager et qu'il faut développer. Je dirais d'un point de vue même international, cette capacité qu'on donne aux élèves à se sentir co-auteurs de leur propre parcours de formation. On voit même, y compris en France, qu'il y a ce mouvement très fort hein, qui consiste à mettre l'élève en situation de prendre des décisions, de se positionner par rapport à des choix. Évidemment, tout ça est préparé, tout ça est anticipé et accompagné, comme on dit, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, hein, l'accompagnement. Mais je crois que c'est quelque chose qui est une source d'inspiration pour, je dirais, l'ensemble des systèmes éducatifs. Et ceux qui avancent bien, les systèmes éducatifs, où on parlait de la Norvège tout à l'heure, ce sont ceux justement qui s'intéressent de près, finement, je dirais humainement, à la réalité humaine à laquelle nous devons nous adresser pour faire avancer individuellement chacun des apprenants, mais aussi collectivement la dimension, je dirais, sociale, la dimension nationale. Donc, je crois que tout est lié, mais c'est vrai que si on revient sur les alliances françaises, ça peut être une source de transmission, d'échange, de partage qui peut accompagner ce mouvement. Et je crois pouvoir dire qu'un certain nombre de progrès ont pu être réalisés dans ce domaine.
J'en veux pour preuve que beaucoup d'institutions, d'abord les autorités éducatives locales, le ministère de l'Éducation, l'enseignement supérieur, le ministère de la Culture, ont souvent fait appel, je dirais, aux compétences des alliances françaises. Et quand je dis des alliances françaises, il faut préciser que j'étais très fier d'être à la tête d'un réseau où quasiment 100% des ressources humaines sont malgaches. Hein, même si on a le vocable Alliance française, en réalité, ce sont des alliances malgaches. Hein, je rappelle que ce sont des associations de droit local et qui relèvent donc de la compétence, je dirais, du pays dans lequel les alliances sont implantées. Ce qui nous oblige justement à revendiquer notre ouverture, je dirais, d'esprit. Hein, ça, c'est très important, et qui ne veut pas justement envisager un modèle unique qui pourrait s'appliquer en tout point du globe indifféremment. Voilà. Très bien. Justement, ce que j'ai bien apprécié, merci beaucoup. Ce que j'ai bien apprécié, c'est quand tu parlais de la prise en compte des profils des étudiants. Donc, on était vraiment dans une sorte de personnalisation, une construction du français en lien avec la langue maternelle. Et je me souviens que tu disais qu'il serait intéressant de revoir un peu le dialecte dans l'enseignement, où tu disais pourquoi ne pas intégrer le vocable depuis dans les langues françaises, dans l'enseignement. Donc, et aujourd'hui, je m'adresse donc à Dr Sabir. Est-ce que tu penses que nous sommes prêts aujourd'hui à adapter et produire des livres propres à l'Afrique avec une autonomie pédagogique? Donc, je te laisse la parole, Dr Sabir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de m'avoir redonné la parole. Mais avant cela, je remercie Jean-Paul Clément. Il y a deux mots que vous avez cités tout à l'heure que j'ai adoré, l'intérêt général et la confiance en soi. Ça, c'est vraiment très important en matière éducative. Pour répondre à cette question, oui ou non, à la fin, vous allez tous comprendre et vous allez être tous d'accord avec moi si c'est oui ou non. Je vais répondre là. Il ne faut pas confondre éducation nationale. Quand j'ai dit éducation nationale, c'est éduquer des enfants à l'âge de 2 ans jusqu'à 14 ans. Par exemple, je vais baser mes expériences et mes explications dans des pays que j'ai étudié, j'ai travaillé. Par exemple, si on parle de la Suède, si votre enfant à l'âge de 7 ans ne sait pas, les enfants ne savent pas laver les mains après avoir allé aux toilettes, avant de manger, après avoir mangé, ils ne savent pas laver les tables, ni ranger les assiettes. Donc, vous devez aller voir le recteur. On dit recteur de l'école maternelle. Et mon enfant n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe là? Je vais appeler l'inspecteur pédagogique pour faire une inspection. Qu'est-ce que vous enseignez aux enfants? Vous éduquez aux enfants de 5 ans. Donc, avant d'aller à l'école primaire, tous les élèves doivent savoir laver les mains avec des savons. Après, lorsqu'ils aillent aux toilettes, avant de sortir les toilettes, ils doivent regarder, je suis désolé, si le lavabo est tout blanc. C'est ça. Est-ce que nous ne sommes pas capables de faire des trucs pareils, de produire des livres pareils? Est-ce que nous n'avons pas de l'argent pour ça? C'est ça, éduquer. Éduquer, ce n'est pas s'exprimer, dire « How are you? How do you ensure ?» N'est-ce pas, Yann Vickers? C'est ça, éduquer. Hein? C'est ça à l'âge de 5 ans. Si à l'âge de 6 ans, vos enfants vont encore voir « Maman, j'ai mal au ventre », donc vous allez demander « Qu'est-ce que mon enfant a appris à l'école ?» À l'âge de 6 ans pour aller à 7 ans, par exemple, dans les pays scandinaves, les enfants savent que s'ils ont mal au ventre, avant de voir leurs parents, ils doivent boire beaucoup de l'eau. Et si ça ne se résout pas, donc c'est maintenant qu'ils s'adressent aux parents ou demandent « J'ai fait ceci et cela, mais j'ai encore mal au ventre. » Si à l'âge de 7 ans, à 8 ans, votre enfant a été mordu par un serpent dans une forêt et ils ne savent pas quoi faire, donc vous allez vous demander hey, qu'est-ce qui se passe à l'école? C'est ça l'identité d'une école. C'est ça les rôles des écoles primaires. Par exemple, moi je viens du sud de Madagascar. Il y a la famine. Je suis désolé, mais les élèves qui sont allés à l'école primaire ne savent même pas ce que font. Par exemple, mon père m'a appris comment attraper un serpent à l'âge de 8 ans.
Je vous raconte par exemple la Suède, les élèves en 9 ans, lorsqu'ils voient des serpents venimeux, ils savent comment réagir, comment faire. C'est ça le rôle de l'école primaire. Ils doivent aider l'État à ils doivent aider les parents, l'État à affronter les difficultés quotidiennes. Il y a des choses que les enfants, par exemple, les gars de la Suède, par exemple, ils ne font pas le confinement parce qu'ils savent, ils ont confiance à leur école primaire. Et par quoi? Parce qu'ils ont délivré, publié des livrables là-dessus. Si à l'âge de 10 ans, votre enfant ne savent pas comment consulter des dentistes, ils ont encore des problèmes dentaires là-dessus, vous allez vous poser des questions. C'est ça le rôle de l'éducation. Donc, je demande, est-ce qu'on doit apprendre ça à nos enfants, à nos élèves, avec une autre langue que notre dialecte? Mais lorsque l'enfant termine l'éducation nationale, c'est-à-dire lorsqu'ils vont aller au lycée, là, ils ont le choix, s'ils veulent devenir des profs de français, ils choisissent l'école littéraire. S'ils ils veulent faire la technologie, ils choisissent la formation professionnelle. Voilà les livrables, les curricula que les enseignants doivent produire l'étape. Sommes-nous prêts là-dessus? Oui. Pourquoi j'ai dit oui? Parce que j'ai travaillé dans plusieurs capitales africaines. Par exemple, Mali, Niger, ils reçoivent de l'argent du fonds norvégien, NORAD, Agence norvégienne de développement. Vous allez faire des internets. Ils donnent de l'argent pour publier des livrables là-dessus. Même à Madagascar, le directeur, la direction de curricula et des intrants reçoivent de l'argent venant de NORAD, de l'Agence norvégienne pour le développement. Moi, j'ai des contacts, j'ai travaillé avec le Global Partnership for Education et j'ai su qu'est-ce que c'est. Mais c'est une question de volonté politique. Des fois, on confond éducation nationale avec université. Si à l'université, toutes les universités sont libres. S'ils vont les dispenser leurs cours en français ou en malgache, ça, ils ont cette liberté-là. Moi, j'enseigne à l'université, je dispense des cours à l'université. Je suis libre de dispenser des cours en français ou en anglais ou en langue malgache. Mais en éducation nationale, je vois mal, par exemple, comment, par exemple, à l'âge de 6 ans, mon enfant qui n'a pas une langue maternelle et autre que la langue malgache va apprendre avec des livrables en français. J'espère que vous allez comprendre tout cela. Tout le monde comprenne ça. Mais ce que je veux dire aussi, quand il s'agit des livrables, quand il s'agit des curricula, cela n'empêche pas que les enfants étudient la langue française ou la langue anglaise. Il faut maîtriser ces langues-là. Mais la transmission des connaissances, l'éducation nationale, c'est pourquoi l'Afrique est en crise identitaire, comme j'ose dire ça. Hein. Parce qu'on oublie que l'école doit transmettre les valeurs. Justement parce qu'on est dans un monde globalisé, qu'on doit. Par exemple, là, le Qatar, là, vous allez au Qatar, c'est un pays tellement riche, développé, mais au Qatar, ils n'apprennent pas à leurs enfants transmettre comment utiliser un téléphone. Par exemple, RTL, là, je vois que RTL utilise la langue malgache aussi, hein, et je remercie RTL là-dessus. Je vois que Orange utilise la langue malgache. La matière technologique, c'est ça ce que j'adore avec la pensée des. Ils ont aussi des livrables en malgache, dans n'importe quelle langue. Le monde des affaires, quand ils s'adressent à leurs clients, ils trouveront toujours les moyens de financement et ils vont investir plus dans l'éducation si c'est là qui va rendre rentable leur business. C'est ça mon intervention. Donc, à mon avis, oui. Et Madagascar ou d'autres pays, ils ont de la. Pourquoi nous n'avons pas besoin d'acheter des armes, par exemple, dans certains pays? Mais pourquoi on nous confie, par exemple, si nous nous consacrons, par exemple, juste 10% tout simplement de nos budgets en matière éducative, le pays va se développer rapidement. Je dis éducation nationale, c'est-à-dire transmettre des identités, transmettre la culture, comment faire. Par exemple, pour aller, par exemple, ce que j'ai appris en Finlande, pour aller, par exemple, au collège,
chaque enfant finlandais doit savoir cuisiner. Mais je vous dis franchement, il y a des universitaires dans des pays africains qui ne savent même pas cuisiner des omelettes. Les omelettes, ça c'est... Et même s'ils ont des doctorats, ils nous allons dire qu'ils sont bien éduqués. À vous de répondre. Merci beaucoup. Merci, docteur Sabir. Donc, tu parlais du financement, tu parlais également de l'éducation assez, on va dire, assez militaire, mais dans le sens positif du terme. Mais derrière tout ça, il y a également les enseignants en eux-mêmes, ceux qui apportent et qui transmettent donc l'éducation. Et c'est là où je m'adresse à Jan Vickers. Les conditions des enseignants en Afrique sont aujourd'hui, il faut le dire, à 90% des cas, ils sont précaires, tant au niveau des outils que de la rémunération. Jan Vickers, avec votre expérience dans les associations, est-ce que les associations ont-elles un programme dédié à cela pour aider également les enseignants? Et quels sont les efforts qui ont été fournis ou que vous préconisez? Merci. Merci et puis merci docteur pour ces idées parce que ça me fait penser quand j'étais en école au Togo, on a fait une formation comment croiser la route. Parce que les enfants, c'est vraiment quelque chose, je dirais, dangereux en Afrique. Ils n'ont pas le contexte dans les petits villages. Et puis, il y a des routes qui passent au milieu maintenant dans les villages qui fait vraiment des tragédies là-bas, au Mali et puis au Togo, d'autres endroits. Donc, quand on parle de l'éducation, bon, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment à la base. Pour nous, en tant qu'association, on pense à les difficultés dans les endroits parce qu'on sait que dans le monde aujourd'hui, la plupart des personnes, je dirais même plus que 60%, je n'ai pas toutes les statistiques, mais qui vivent en moins de 2 euros par jour. Qu'ils ont même des fois dans les endroits au Mali, quand on travaille dans la région de Bako, près de Ségou, ils ont du mal à trouver quelque chose à manger même et d'avoir de l'eau pure. Donc, on parle d'éducation, mais avant qu'on parle d'éducation, il y a une question aussi de contexte pour vivre. C'est difficile, par exemple, dans ces endroits dans le monde où il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas de l'eau, par exemple, il n'y a pas de centre de santé. Tu peux avoir de l'éducation, mais si on est toujours malade ou si on n'a pas de l'eau, si on n'a pas de contexte comme des centres de santé pour vivre, c'est difficile. J'étais avec des familles qui disaient qu'avant d'aller à l'école, les enfants étaient obligés d'aller travailler dans les champs. Et quand ils arrivent, ils n'avaient pas des habits pour aller à l'école. Donc, ils ne vont pas aller à l'école parce qu'ils ne se sentent pas qui a la capacité d'aller à l'école avec pas seulement les livres, mais même des vêtements pour aller à l'école. Donc, nous, on focalise sur ces 3 ou 4 choses, d'avoir déjà dans les villages ou dans les endroits de l'eau pure, et puis après les centres de santé, puis l'énergie pour faire marcher le centre de santé, qui est des panneaux solaires. Et puis après, c'est la formation. Donc, on arrive dans les endroits comme ça, et on sait que c'est difficile, pas simplement pour les enfants, mais pour l'école, pour les instituteurs, les institutrices. Et si on peut avoir déjà des choses de la base de la vie, c'est déjà le début, je dirais. Ensuite, on fait la formation. Et pour nous, c'est la formation de formateurs qui puissent aider à avancer le travail. Mais c'est toujours, comme j'ai dit avant, avec les gens d'influence dans les villages ou dans les endroits comme ça. Après, on peut faire la formation des hommes d'affaires, la formation des dirigeants de la communauté. Et souvent, c'est basé sur la technologie, même si on a construit plusieurs centres de santé dans ces villages qui n'avaient pas de l'eau pure avant, qui n'avaient pas d'accès aux santé ou les centres de santé. Et après, on a vu l'avancement de l'éducation dans ces endroits, dans ces contextes. Après,
bon, les enfants pouvaient aller à l'école parce qu'ils n'étaient pas malades, ni les instituteurs, ni les institutrices, avec avec tous les problèmes là-bas dans cette région. Ensuite, après la formation des formateurs, il y avait ces questions de technologie. On était obligé de faire. Donc, tout ça avance peu à peu sur des petites choses, mais on commence déjà avec les choses qui sont la base de la vie. Et après, c'est maintenant, on voit que l'éducation avance. On a baisé le problème de mortalité vis-à-vis des enfants. Après, on a vu l'avancement de femmes avec l'accouchement, parce qu'il y avait un problème d'accouchement dans ces régions. Il y avait un problème on parle de la santé. Après, ça, c'est résolu. Tu peux avoir l'éducation et la formation qui peut avoir une continuation, je dirais, une continuation. Donc, quand on parle de cette question, on se demande la question de la difficulté de l'éducation. La difficulté de l'éducation, ça arrive sur la question de la santé, souvent. Et bon, il y a problème d'accès aux livres et des technologies aussi. Mais si on commence avec les bases de la vie, les autres choses sont résolues et ça avance. Après, il y a peut avoir des formations, des formateurs qui continuent le développement de la communauté ou du village ou même la ville. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais pour nous, c'est la réalité des choses pour nous. Mais c'est ça, on a besoin de voir qu'est-ce qui se fait de manière pratique. Et on vous félicite. Et d'ailleurs, je vois le pins du Rotary sur la veste. Oui, je suis membre ici. Hein? Donc, on voit la familiarité. Donc là, je vais donner donc l'intervention de la fin avant la question, avant de laisser la parole aux internautes, à Eddy. Donc, on va revenir sur la globalisation que disait Yann Vickers, la technologie. Pouvons-nous donc accompagner les lacunes et le manque d'enseignants par la technologie? Certains pays avaient déjà essayé de diffuser certaines leçons par le biais de la radio. On n'a pas vu. Donc, du coup, on veut savoir si la téléphonie permettrait-elle d'envoyer ou de diffuser de mini-cours vocaux. Comment cela pourrait-il se matérialiser? Comment la téléphonie, la télécommunication pourrait accompagner et aider à aider à la réinvention de l'éducation en Afrique? Est-ce que tu penses que Madagascar et l'Afrique en général, est-ce qu'ils seraient prêts pour cela? Merci, Eddy. Prêt pour cela, je dirais oui. Remplacer l'enseignant, non. La technologie ne pourra jamais remplacer l'enseignant, mais plutôt l'accompagner pour atteindre le plus grand nombre. Parce que c'est vrai qu'en présentiel, un enseignant peut avoir peut-être à la limite, ça pourrait varier entre 10 et 50 personnes à la limite, mais grâce à la technologie, grâce à la télécommunication, un seul enseignant peut atteindre des millions de personnes. Et comment cela peut arriver? C'est vrai qu'on a eu des expériences par les passés, lorsqu'on était encore, la technologie était encore embryonnaire. On a essayé de passer l'enseignement, l'éducation en utilisant la radio, puis à un certain moment même la télé. Mais sauf que la faiblesse de ces outils était qu'avec la radio, il manque de l'interactivité. Or, la meilleure façon d'apprendre, à un moment donné, il faudrait l'interaction entre le professeur ou l'enseignant et l'apprenti qui est l'élève. Lorsqu'il n'y a pas d'interaction, à un moment donné, l'éducation n'est pas très bien encadrée. Suivant la cible que nous avons, là, je reviens sur ce qu'on appelle le concept d'éducation nationale qui demande un certain niveau de discipline. Lorsqu'on est déjà adulte, c'est vrai, on a déjà sa discipline qu'on a appris grâce à l'éducation des bases et la formation par la radio peut toujours nous aider sur certains types de contenus et même par la télé. Mais pour avoir une éducation plus efficace, il faudrait qu'il y ait de l'interactivité. Et c'est ça qui a manqué à la radio à un moment donné. Et ça a manqué aussi à la télé qui est venue par la suite. Toutefois, avec la télécommunication,
on peut facilement accompagner l'enseignant grâce à cet outil pour atteindre les plus grands nombres, car la télécommunication, même pour ceux qui n'ont pas de smartphone, il y a une possibilité d'avoir de l'interactivité. Comment cela va-t-il se passer? C'est qu'il faudrait que l'enseignant puisse apporter du contenu. Là, je reviens encore sur l'intervention de Yann sur le fait que la plupart d'enseignants sont dans des conditions précaires, mais grâce à la technologie, s'ils deviennent fournisseurs de contenus, vu le nombre de personnes, par le nombre de personnes qui peuvent accéder à ces contenus, l'enseignant fournisseur de contenus peut recevoir une rétribution, par exemple via une association ou par des structures d'incubation qui vont récolter le bon contenu de qualité validé par une structure, et le nombre de clics ou bien le nombre de downloads de ces contenus-là fera que l'enseignant fournisseur va recevoir une source supplémentaire de revenus qui va lui permettre de sortir de la précarité. Et là, je reviens encore sur l'intervention du docteur Sabir qui parlait des livres qui pourraient être faits en langue nationale, par exemple, ou bien en langue vernaculaire. Grâce à la technologie, on peut exploiter le fait d'avoir des livres audio. Ça veut dire qu'on va trouver des enseignants qui vont traduire ces livres qui sont en langue occidentale, par exemple, les traduire en des langues qui sont adaptées ou bien qui sont mieux comprises par la population cible et format audio. Et je rappelle que lorsqu'on a un livre en audio, c'est aussi une façon de protéger l'environnement parce qu'on ne va pas abattre des arbres pour faire du papier. Donc, grâce à la technologie, on pourra avoir des livres audio, mais aussi des livres numériques qui ont comme avantage qu'il n'y a aucun arbre qui a été abattu pour qu'il y ait ce type de livre. D'où l'intérêt de pouvoir exploiter davantage la télécommunication, parce qu'avec le projet Madagascar Vert, la télécommunication permettrait d'éliminer tout ce qu'il y a comme livre papier et exploiter davantage les livres audio et autres. Comment cela pourrait-il se faire? Nous avons beaucoup de ressources à Madagascar, des développeurs d'applications qui, en partenariat avec les enseignants, pourraient développer des plateformes qui vont recevoir du contenu local adapté aux populations cibles, qui seraient après hébergés sur des serveurs locaux pour ceux qui ont des smartphones, par exemple, en sorte que du côté des télécommunications, on peut avoir du contenu très accessible du point de vue financier aux populations qui sont visées. Et pour ceux qui n'ont pas de smartphones, parce que là, je rappelle qu'à Madagascar, à peine 20% des populations qui utilisent la télécommunication ont un smartphone qui leur permettrait d'avoir des applications de ce droit. Donc, tout le reste qui n'ont pas de smartphone pourraient utiliser des téléphones traditionnels et avoir du contenu vocal uniquement grâce à des numéros courts qu'ils vont juste appeler et à travers un menu, choisir d'écouter un livre audio enregistré par un expert qui peut être en botanique, ça peut être en éducation de base sur comment attraper des serpents, par exemple. Je reviens par ce que le docteur Sabir a dit. Et ça, grâce à la technologie, un seul enseignant pourrait atteindre 1 million d'élèves. Et c'est comme ça qu'en partenariat gagnant-gagnant, à la fin, c'est l'État qui gagne et non un Madagascar qui est plus prospère grâce à une éducation qui atteint le plus grand nombre. Merci. Merci Eddy, merci beaucoup. Au nom du Rotary Club Antananarivo, je vous remercie, vraiment un grand merci parce que nous avons beaucoup appris, nous avons été beaucoup impressionnés et avons été bien récompensés par vos contributions de très haute qualité. Je laisse donc ces 4 grands experts à disposition des participants s'ils ont des questions. Paolo, tu as une question, tu disais? Je te laisse la parole, Paolo. Il faut que tu réactives ton micro. Voilà, ça va? Vous m'entendez? Yes. Bon, bonsoir. Ça vous donne une idée de l'heure qu'il est à La Réunion, 21h. Merci déjà à la présidente pour cette initiative et avec des questions très réfléchies. Parfois, sans critiquer les intervenants, mais je pense que parfois, on était sur le thème de l'éducation et on est parti sur les langues, on est parti sur d'autres sujets qui sont très intéressants et qui ont un lien.
On a parlé des arbres, des serpents, on a parlé de pas mal de choses. Moi, j'aimerais recentrer sur l'éducation parce que je suis responsable d'un magazine de l'éducation à La Réunion et j'ai été investi pendant des années sur la représentation des étudiants à l'Université de La Réunion. Et donc, j'aimerais me donner un peu mon avis et en même temps poser une question. Pour rappeler un peu la définition de l'éducation, c'est les moyens mis en œuvre pour assurer la formation et le développement d'un être humain. C'est les moyens mis en œuvre pour assurer la formation et le développement d'un être humain. La langue fait partie des éléments intéressants, mais il n'y a pas que la langue, hein. Il y a le savoir-être, le savoir-vivre, il y a les technologies, la maîtrise des technologies, il y a comment manger, comment boire, comment chanter, enfin, il y a plein de choses hein, qui rentrent en compte dans ce savoir. Et c'est vrai que les Européens ont tendance à développer la langue, ont tendance à développer les technologies, mais dans d'autres contrées du monde, on développe d'autres formes de type d'éducation basée par exemple sur les énergies ou sur la spiritualité. Non pas que l'Europe n'en a pas fait, mais on développe parfois plus d'autres types de formes d'éducation. Donc, il y a trois moyens, parce que quand on parle de moyens, il faut bien parler des moyens. Le premier moyen le plus important, c'est bien sûr, comme le disait un intervenant, les technologies, l'humain et le financier. Encore faut-il qu'il faut des humains, des enseignants. Encore faut-il qu'on donne des moyens financiers importants pour la population concernée. Et encore faut-il que la population concernée ait les moyens technologiques. Mais bon, tout ça, je pense que l'Alliance française pourra éventuellement accompagner cette partie. La deuxième partie, les moyens de communication. On parlait de langue, mais il y a la langue nationale, la langue institutionnelle, et il y a aussi la langue locale, voire même la langue maternelle, ce qui n'est pas forcément la même chose à chaque fois. Et à ce moment-là, moi, je suis plutôt pour qu'on pratique toutes les langues, qu'on ait le maximum de langues possibles. Et dans ce cas-là, c'est plus un rapport d'éducation, à éduquer les gens à apprendre plus de langues plutôt que s'enfermer dans une ou l'autre langue. Bien sûr, la langue maternelle est importante